Vous êtes maintenant à l'étape numéro 4 de ce module 2. Donc dans cette étape 4, vous allez voir comment utiliser les moyennes mobiles et ce que sont les moyennes mobiles. Normalement, si vous avez déjà visionné le module bonus sur TradingView, vous savez déjà ce que sont les moyennes mobiles et vous savez déjà également comment les installer sur vos graphiques. Donc si vous n'avez pas encore installé vos moyennes mobiles sur vos graphiques, eh bien c'est justement l'occasion maintenant de le faire. Donc à la fin de cette vidéo, pensez bien à aller rajouter les moyennes mobiles sur vos graphiques. Donc les moyennes mobiles, en fait, ce ne sont ni plus ni moins que des indicateurs techniques. Donc les indicateurs techniques, c'est quoi? Ce sont tout simplement des outils d'aide à la décision. Souvent, par exemple, de manière très simple, vous allez voir qu'un indicateur technique va vous indiquer que nous sommes en zone de surachat, zone de survente. Peut-être que ça veut dire qu'il faut acheter, qu'il faut vendre, qu'il faut ne rien faire. En fait, ce ne sont que des outils d'aide à la décision, ni plus ni moins. Et la plupart du temps, eh bien, ils sont obtenus grâce à une formule mathématique. Pas tous, mais vraiment la plupart, la majorité sont obtenus avec des formules mathématiques. Donc, par exemple, vous connaissez déjà les BB-Log. Les BB-Log qu'on avait déjà vu dans le module 1, c'est aussi un indicateur technique obtenu grâce à des formules mathématiques. Alors normalement, le terme de moyenne mobile, ça ne devrait pas être nouveau pour vous. Souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé des BB-Log, eh bien les BB-Log sont composés d'une moyenne mobile. La courbe à l'intérieur des BB-Log, eh bien c'est une moyenne mobile de période 17. Donc ici, on va tout simplement voir deux autres moyennes mobiles, mais qui ne vont pas avoir la même utilité que celle des BB-Log. Donc tout d'abord, on va voir quelques généralités sur les indicateurs. Ces indicateurs techniques, ils doivent être complémentaires les uns les autres. C'est ce que je vous avais déjà dit au début du module 1. Ça ne sert à rien d'avoir un sapin de Noël sur vos graphiques, de surcharger avec 10 000 indicateurs. Vous allez forcément avoir des indicateurs qui vont se contredire. Ce qu'il faut, c'est, à l'image d'un artisan, avoir des outils qui soient complémentaires. Un tournevis, un marteau, une clé à molette. Ça ne sert à rien d'avoir un marteau rouge, un marteau bleu et un marteau vert parce que vous allez faire la même chose avec ce marteau. Ce qui compte, ce n'est pas de changer la couleur, c'est de changer la fonction de l'indicateur, la fonction de l'outil. Et justement, les moyennes mobiles vont être un outil complémentaire à tous les autres indicateurs que vous aviez déjà installés donc dans le module 1 et le module 2. Ce sont les derniers indicateurs techniques que vous allez devoir installer et maîtriser. Alors évidemment, dans les indicateurs techniques, vous aviez déjà vu les BB-Log. Vous aviez également déjà vu les volumes et vous savez tracer les supports, les résistances, les droites de tendance, etc. Donc là, vous allez voir les moyennes mobiles et justement, on en parle seulement dans le module 2 de cet indicateur technique. Vous allez comprendre un petit peu plus tard dans ce module pourquoi. Donc, il ne faut pas avoir trop d'indicateurs. Si vous utilisez trop d'indicateurs, vous risquez d'avoir un graphique qui sera surchargé, vous risquez d'avoir un sapin de Noël, ce qui va rendre la lecture du prix difficile. Ce qu'il faut, c'est essayer toujours d'être le plus proche du prix tout en ayant un minimum d'aide, un minimum d'outils d'aide à la décision et c'est justement là le but des moyennes mobiles. Ce sont vraiment juste deux droites qui vont venir se superposer sur vos graphiques parce qu'on va utiliser donc deux moyennes mobiles avec des périodes différentes, une moyenne mobile un petit peu plus court terme et une autre un peu plus long terme. Ça permettra justement de voir la tendance un peu court terme et un peu long terme du prix de votre crypto-monnaie. Donc ces deux moyennes mobiles, ce sont tout simplement deux petites courbes qui vont venir s'ajouter sur votre graphique et qui ne vont pas énormément le surcharger. Alors un graphique de prix doit comporter les éléments nécessaires pour prendre une décision et ne doit surtout pas devenir un sapin de Noël. Utiliser trop d'indicateurs vous donnera des informations qui vont être contradictoires et qui vont surtout créer du doute parce que vous allez parfois avoir un indicateur qui va vous dire d'acheter, un autre qui va vous dire de vendre et un autre qui va vous dire de ne rien faire. Et ça va vous empêcher d'entrer en position. Et vous allez le voir, si vous utilisez trop d'indicateurs, vous n'allez jamais entrer en position parce qu'il y en aura toujours un qui va dire le contraire des autres. Et si vous attendez que tous les astres soient alignés, vous n'allez jamais entrer en position. En fait, c'est comme avec les astres, l'alignement des astres, ça arrive, mais ça arrive très très rarement. Et bien là, avec les indicateurs, c'est la même chose. Et le but, c'est ne pas que vous preniez un trade tous les mois ou un trade tous les ans. Le but, c'est quand même de faire du trading actif et de ne pas avoir des indicateurs qui vont se contredire, mais des indicateurs qui vont être complémentaires. Et vous allez le voir, ce n'est pas contradictoire de dire ça. Surtout donc que la plupart des indicateurs techniques vont être retardés sur le prix. Ça, c'est vraiment important. La plupart des indicateurs techniques, comme je vous l'ai dit, ce sont tout simplement des formules mathématiques. Et ces formules mathématiques vont s'inspirer, vont prendre le prix de la crypto-monnaie. Par exemple, les moyennes mobiles vont faire une moyenne sur les X dernières périodes. La moyenne mobile, par exemple 50, va faire la moyenne du prix sur les 50 dernières périodes. Si vous êtes en unité de temps journalière, ça sera les 50 derniers jours. En unité de temps H1, ça sera les 50 dernières heures. Quoi qu'il en soit, elle sera retardée sur le prix. Les autres indicateurs type oscillateur, comme le RSI ou le MACD, c'est exactement la même chose. Ou même le stochastique, des indicateurs peut-être que vous en avez déjà entendu parler de nom, eux aussi sont retardés sur le prix. Et le but, encore une fois, c'est toujours de rester au plus proche du prix. Ce n'est pas de prendre position en retard. Donc, ils ne font qu'interpréter l'évolution passée du prix, ces indicateurs-là, donc RSI, MACD, etc.
tous les indicateurs que nous avons vus jusqu'à présent étaient au plus proche de l'évolution du prix. Donc tous ceux que vous aviez vus dans le module 1 étaient toujours au plus proche de l'évolution du prix. Par exemple, les volumes, c'est le volume sur la bougie en cours. Ce n'est pas le volume moyen des X dernières périodes. Non, c'est vraiment le volume en cours. Et ces indicateurs-là ne font pas non plus de la surinterprétation. Donc voilà, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et nous, on va rester toujours dans cette logique-là. Nous allons juste nous contenter d'utiliser uniquement les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles que vous pouvez abréger par MM, car c'est l'indicateur qui est le plus utilisé par les traders. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur extrêmement simple d'utilisation. C'est tout simplement une moyenne, il n'y a pas plus compliqué. Vous prenez la moyenne sur les X dernières périodes. Donc si par exemple, vous imaginez un élève à l'école, il a eu un 10 sur 20, un 15 sur 20 et un 20 sur 20, il veut connaître sa moyenne générale, et bien il additionne toutes ses notes et il divise par le nombre de notes. Tout simplement. Là, c'est exactement la même chose. C'est la moyenne du cours de clôture sur les X dernières périodes. C'est un indicateur extrêmement simple et qui offre de nombreuses utilisations intéressantes. Il sert vraiment à beaucoup de choses et on va voir justement ces différentes utilisations dans ce module. Donc c'est l'indicateur le plus utilisé par les traders et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en passer non plus. Parce que souvenez-vous, il y a toujours une sorte de prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde voit la même chose, si par exemple la moyenne mobile indique une zone de résistance, eh bien tout le monde va se mettre à vendre. Si la moyenne mobile indique une zone de support, eh bien tout le monde va se mettre à acheter. En tout cas, si ce n'est pas tout le monde, la majorité des personnes, et donc vaut mieux être dans le sens de la majorité. Une moyenne mobile, elle permet donc d'avoir la moyenne du prix sur les X dernières périodes. Par exemple, une moyenne mobile 50, une MM50, est une courbe qui va afficher la moyenne du prix de clôture durant les 50 dernières périodes ou les 50 dernières bougies japonaises, c'est comme vous voulez. Donc là maintenant, on va se contenter et se spécialiser de deux moyennes mobiles, donc les deux les plus utilisées par les traders. Il s'agit des moyennes mobiles 50 et 200. Donc la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes. La moyenne mobile, comme je vous l'ai dit, elle dépend de l'unité de temps, d'accord? Donc une moyenne mobile en unité journalière ne sera pas la même qu'une moyenne mobile en unité de temps H1. Exemple, en D1, en unité journalière, la moyenne mobile 50, la MM50, va afficher la moyenne du prix durant les 50 derniers jours. Alors qu'en H1, c'est-à-dire qu'une bougie représente une heure de cotation, eh bien elle va représenter les 50 dernières périodes de cette unité de temps, donc les 50 dernières heures. Donc vous le voyez, vous n'avez pas les mêmes valeurs qui sont prises pour faire le calcul de la moyenne. Donc les moyennes mobiles 50 et 200, les MM50 et MM200, sont celles qui sont les plus utilisées par les traders. Les MM permettent de lire plus facilement la tendance du prix pour se positionner dans le bon sens. Elles vont donc servir de filtre parce que pour le moment, tous les indicateurs que vous aviez vus, eh bien ce sont des indicateurs qui vont vous permettre d'entrer ou pas en position. Là, les moyennes mobiles, on va plus s'en servir comme filtre. C'est-à-dire que si par exemple, on a une moyenne mobile à proximité qui sert de support ou de résistance, eh bien on va s'abstenir de prendre position et on va attendre le dépassement de cette moyenne mobile. Donc ça, c'est l'une des nombreuses utilités qu'on va en faire. Mais vous allez voir dans quelques instants les autres utilités. Donc la MM50, elle va donner la tendance du prix à moyen terme sur les 50 dernières périodes. Et la MM200, elle va donner la tendance du prix à long terme, donc sur les 200 dernières périodes. Donc vous le voyez, vous avez deux moyennes mobiles, une un peu plus court moyen terme et une autre un peu plus long terme. Donc je vais vous référer une nouvelle fois au module TradingView pour que vous les configuriez correctement. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous n'avez pas encore configuré les moyennes mobiles sur votre graphique. Je vous recommande de tout de suite d'aller les ajouter donc sur vos graphiques TradingView en regardant donc la vidéo qui se trouve dans le module TradingView qui traite des moyennes mobiles. Donc ça va vous permettre d'avoir les mêmes moyennes mobiles que moi j'aurai sur les futurs exemples que je vais vous donner, donc sur les graphiques que je vais vous présenter dans quelques instants pour que vous sachiez laquelle est laquelle en fonction de la couleur et justement comment les interpréter. Donc n'hésitez pas tout de suite à aller voir la vidéo si ce n'est pas fait, vous pouvez revenir par la suite donc ici. Alors les moyennes mobiles sont des supports et des résistances dynamiques. Contrairement par exemple aux droites de support et de résistance que vous aviez tracées dans le module numéro 1, eux une fois qu'ils sont franchis, eh bien voilà, c'est définitif, le prix les a franchis. Par contre les moyennes mobiles, eux, elles vont être justement comme leur nom l'indique, mobiles, elles vont être dynamiques. Et donc ce seront des supports et des résistances qui vont suivre le prix au fur et à mesure que le prix évolue. Prenons par exemple le prix du Bitcoin, admettons que maintenant le prix du Bitcoin est à 3000 $ et qu'il avait une résistance à 1000 $. Si le prix du Bitcoin monte, eh bien il va monter, mais la résistance des 1000 $, en fait, ça fait un moment qu'il l'a franchi et il est assez probable qu'il n'aille plus jamais la retester étant donné que le prix est monté à 5000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. D'accord? Alors que les moyennes mobiles, elles vont être dynamiques, c'est-à-dire que le prix aura beau monter aussi haut qu'il veut, à un moment donné, les moyennes mobiles vont rattraper le prix et donc vont servir de support ou de résistance. Donc, il faut les prendre en compte avant une ouverture de position si elles sont proches de votre niveau d'entrée car elles vont pouvoir bloquer le prix. En fait, il faut imaginer qu'elles servent de résistance et de
de support. Donc admettons que vous voulez entrer en position à l'achat, il faut surveiller que vous n'avez pas la moyenne mobile 50 ou la moyenne mobile 200 qui est à proximité de votre point d'entrée au-dessus et qui peut bloquer la hausse. Vous allez le voir dans les futurs exemples que je vais vous donner, les moyennes mobiles 50 et 200 fonctionnent vraiment bien et ce sont vraiment des indicateurs qu'il faut absolument utiliser parce que si vous ne les utilisez pas et que parfois vous voulez prendre position, eh bien vous n'allez pas comprendre pourquoi le prix s'est arrêté. Et si vous ajoutiez les moyennes mobiles, vous allez mieux le voir. Vous allez voir qu'en fait le prix s'est arrêté parce qu'il y avait une moyenne mobile à proximité. Donc en particulier, il faut penser à regarder les UT supérieures pour vérifier qu'aucune MM n'est à proximité du point d'entrée. D'accord? Si vous tradez sur 3 unités de temps, le D1, le H4 et le H1, lorsque vous voulez prendre position sur le H1, pensez bien à basculer vite fait sur l'unité de temps supérieure, donc le H4, et l'autre unité de temps supérieure, le D1. Vérifiez qu'il n'y a pas de moyenne mobile qui bloque le prix au-dessus de ce niveau-là. Parce que ce n'est pas parce que tous les voyants sont au vert sur votre unité de travail, donc l'unité de temps H1, qu'ils sont aussi au vert sur les unités de temps supérieures. Donc pensez bien à vérifier les positions des moyennes mobiles pour pas qu'ils ne servent d'obstacle justement de support ou de résistance sur ces unités de temps. Alors on va approfondir ces différentes notions, je vous rassure, dans le module numéro 5, on va faire pas mal de cas pratiques directement en live. Donc les MM, elles vont aussi servir d'attirance au prix comme d'aimant. Elles vont attirer souvent le prix, on observera un effet d'aimantation. Elles servent ainsi d'indicateurs d'essoufflement de tendance. Plus le prix va s'éloigner des moyennes mobiles et plus il a de chances de corriger pour les rejoindre. Donc là, vous voyez, vous avez déjà deux utilités pour les moyennes mobiles, de support et de résistance dynamique et d'attirance du prix, d'effet d'aimantation. D'accord? Donc les moyennes mobiles déjà servent à deux choses. Mais maintenant, faites attention. Ce sont les MM qui vont suivre le prix et non pas l'inverse. Ce n'est pas le prix qui va décider de suivre la moyenne mobile pour s'en rapprocher ou pas. Non, c'est les moyennes mobiles qui vont suivre le prix. Et retenez bien ça, l'un suit l'autre. Et ça veut dire que forcément, l'un est retardé sur l'autre. Parce que pour pouvoir le suivre, il faut savoir sa position. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants, que les indicateurs techniques, bien souvent, ils sont retardés sur le prix. Donc ce sont les moyennes mobiles qui suivent le prix et non pas l'inverse. Ne faites pas de surinterprétation. Donc là, vous avez un premier graphique, donc c'est le graphique du Bitcoin sur l'exchange Kraken, donc le graphique du Bitcoin en daily. Et là, vous le voyez, vous avez la moyenne mobile à 200 périodes en violet. Donc là, je ne vous ai pas encore mis sur le graphique la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 50 qu'on va mettre de couleur bleue, comme dans le diapo en fait. Dans le diapo, vous le voyez, la MM50 est écrit en bleu et la MM200 est écrit en violet. Là, ça va être la même chose. La MM200 sera en violet systématiquement et la MM50 systématiquement en bleu. Donc là, je vous ai mis uniquement la MM200 et on voit qu'à de très nombreuses reprises, elle fait office de support et de résistance au prix. Regardez ici, une première fois, le prix s'approche de la MM200 et veut y rebondir. Regardez, on observe un rebond. Puis ici, une deuxième fois, le prix touche la MM200 et remonte aussitôt. Une troisième fois ici, le prix corrige en direction de la MM200 et puis rebondit. Évidemment, il faut toujours laisser une petite marge de manœuvre. On ne peut pas avoir un rebond pile poil. Alors, ça arrive assez souvent, des rebonds où le prix arrive pile poil sur la moyenne mobile, mais ça n'arrive pas systématiquement. Donc, des fois, il faut laisser un petit peu de marge de manœuvre. Alors là, justement, en parlant de ça, regardez maintenant en termes de résistance, le prix ici s'arrête parfaitement sur la moyenne mobile 200, mais vraiment parfaitement. Une deuxième fois ici en tant que résistance. Une troisième fois ici, le prix s'arrête sur la moyenne mobile 200. Une quatrième fois ici, et ici, il faut laisser évidemment un petit peu plus de marge de manœuvre. Une cinquième fois. Mais vous le voyez déjà à quel point la moyenne mobile 200 est pertinente sur le graphique du Bitcoin et sur le graphique des crypto-monnaies de manière générale. Et donc voilà, retenez bien que les moyennes mobiles servent de support et de résistance. Et donc là, par exemple, si vous obtenez un signal d'achat à proximité ici, eh bien, est-ce que vous allez prendre l'achat? Non, parce que vous avez une moyenne mobile juste au-dessus qui peut bloquer le prix. C'est justement ici ce qui a été fait. Et donc, il vaut mieux attendre le dépassement de la moyenne mobile pour entrer en position. Donc, il faut systématiquement faire ça. Regardez par la suite ici, eh bien, le prix a fortement chuté. La moyenne mobile, elle est encore loin. Et donc là, vous pouvez être tranquille avant qu'elle serve de niveau de résistance, évidemment. Donc voilà, il faut vraiment retenir cette notion de support et de résistance pour les moyennes mobiles. Donc ici, je vous ai montré la moyenne mobile 200. Sur le graphique maintenant, je vous ai ajouté la moyenne mobile 50 et j'ai supprimé la moyenne mobile 200. C'est exactement le même graphique qu'avant. C'est toujours le Bitcoin en unité de temps daily. Et regardez la pertinence de cette moyenne mobile 50. Ici, elle sert une première fois
de support, ici parfaitement de support, puis ici à nouveau de support. Donc vous le voyez, si ce n'est pas la moyenne mobile 200 qui sert de support, eh bien c'est la 50. Et si ce n'est pas la 50, eh bien c'est la 200. Donc regardez ici parfaitement encore une fois de support. Alors avant ici, c'était la moyenne mobile 200 qui s'éloignait un petit peu du prix et la moyenne mobile 50 qui sert vraiment de support. Et ici, on observera l'inverse. La moyenne mobile 200 servait parfaitement de résistance alors que la moyenne mobile 50 est un peu moins pertinente. D'accord? Donc là, vous le voyez, elle sert de support. Ici, elle sert à nouveau de support. Ici encore de support, ici à plusieurs reprises de support et enfin maintenant elle est passée résistance une fois ici, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et ici pendant très longtemps vous le voyez la moyenne mobile 50 sert de résistance et le prix n'arrive pas à la franchir par le haut et donc décide tout simplement de chuter brutalement. Donc vous voyez la moyenne mobile 50 est aussi très importante et vous le voyez elle fonctionne parfaitement bien, elle fait office de support et de résistance et voilà pourquoi vous devez absolument les prendre en compte dans vos analyses et les ajouter à votre graphique. Donc MM50 et MM200 sont cette fois-ci ajoutés sur le même graphique qu'avant. Donc je vous ai ajouté les deux pour que vous puissiez comparer. On observe ici la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Souvenez-vous, je vous ai dit que la moyenne mobile 50, elle prenait en compte les 50 dernières périodes, donc ici les 50 derniers jours, et la moyenne mobile 200, les 200 derniers jours. La moyenne mobile 50 est un peu plus moyen terme, alors que la moyenne mobile 200 est un peu plus long terme. Et c'est justement ce que vous pouvez observer sur ces graphiques. Regardez ici, la moyenne mobile 50 est systématiquement plus proche du prix que la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200, en fait, elle donne la tendance de fond. Elle est plus long terme, alors que la moyenne mobile 50, non, elle se rapproche plus du prix. Donc là, vous voyez systématiquement, la moyenne mobile 50 est toujours plus proche que la moyenne mobile 200 du prix. Regardez ici, suite à cette forte baisse, pareil, la moyenne mobile 50 est plus réactive que la moyenne mobile 200 parce que la moyenne mobile 50, elle prend moins de données, elle prend que les 50 dernières périodes. Alors que la moyenne mobile 200, elle prend les 200 dernières périodes, elle prend plus de données, elle est plus éloignée, elle est donc moins réactive. Donc déjà, voilà, ça vous permet de savoir laquelle est laquelle, celle qui est la plus proche du prix, c'est systématiquement la moyenne mobile 50. Alors, je ne vous l'avais pas encore précisé, mais ici, on n'est pas exactement sur le même graphique que précédemment. Nous sommes toujours sur le graphique du Bitcoin, mais nous ne sommes plus sur l'unité de temps D1, mais l'unité de temps D3. C'est-à-dire qu'un chandelier japonais représente tout simplement 3 jours de cotation. Donc ici, vous le voyez, lorsqu'on a les deux moyennes mobiles, eh bien, on observe parfois des croisements. Ici, la moyenne mobile 50 croise par le haut la moyenne mobile 200. Et regardez la forte hausse qui s'en est suivie. Ici, la moyenne mobile 50 croise par le bas la moyenne mobile 200. Et donc, ces croisements haussiers et ces croisements baissiers, ils ont un nom. Pour le croisement haussier, eh bien, on appellera ça une golden cross, donc tout simplement la croix dorée. Et pour le croisement inverse, c'est-à-dire la moyenne mobile 50 qui passe en dessous de la moyenne mobile 200, ça s'appelle une death cross, donc une croix de la mort. Tout simplement, croix de la mort, c'est un signal baissier, et donc croix dorée, c'est un signal haussier. Alors là, évidemment, il ne faut pas tout simplement acheter, même si ici vous le voyez que ça marche plutôt bien, il ne faut pas tout simplement acheter lorsque vous avez un croisement haussier et vendre lorsque vous avez un croisement baissier. Là, ça marche assez bien, mais ça ne marchera pas tout le temps comme ça, évidemment. Je vous donne surtout ce graphique-là pour que vous connaissiez ces notions, si vous tombez dessus, ces notions de golden cross et de death cross. Passons maintenant au prochain graphique. Donc dans ce graphique, nous sommes toujours sur le graphique du Bitcoin en unité de temps 3D. Et là, le but, c'est d'illustrer l'effet de l'aimantation, l'effet de l'élasticité entre les moyennes mobiles et le prix. Donc ici, vous le voyez, vous avez la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Et plus les moyennes mobiles 50 et 200 vont s'éloigner entre elles, et plus l'élastique va se tendre. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la tendance ici, moyen terme, eh bien, elle va s'éloigner de la tendance long terme et donc que la tendance du prix n'est pas saine. Regardez par exemple ici, eh bien, vous le voyez, l'élastique n'est pas énormément tendu. Vous avez une différence de prix de l'ordre de 35% entre la moyenne mobile long terme et la moyenne mobile moyen terme. Puis ici, l'élastique commence à se tendre, 53%. Ici encore plus, 60%. 88%, 126%. Et vous le voyez, plus l'élastique ici va se tendre, plus l'écart entre les deux moyennes mobiles va être élevé et plus vous risquez d'avoir une correction du prix. C'est systématiquement comme ça. Alors évidemment, la correction, vous ne le savez pas uniquement avec les moyennes mobiles quand est-ce qu'elle aura lieu. Mais vous le savez que plus l'élastique se tendra et plus la probabilité de correction aura lieu. Là, l'élastique se tend à 126%, 169%. Et là, vous le voyez, on redescend à 165%. Et le prix, vous le voyez, eh bien, il baisse. Et là, le prix a perdu environ 80% de sa valeur, donc entre son plus haut et ici son plus bas, environ 85% de sa valeur, même plus exactement. Regardez donc ici par la suite, l'élastique il se détend, on passe de 169% à 165, 43, 12%, les deux moyennes mobiles se rapprochent de plus en plus jusqu'à ici avoir un inversement, l'élastique se tend mais dans l'autre sens. Regardez ici, les deux moyennes mobiles commencent à s'éloigner et donc c'est tout simplement comme ça qu'évoluent les cours boursiers. N'essayez pas d'entrer en position quand l'élastique est trop tendu. C'est surtout ce message que j'ai envie
de vous transmettre, c'est servez-vous également des moyennes mobiles pour mesurer un petit peu cet effet d'élasticité. Ici, lorsque l'élastique est trop tendu, c'est beaucoup trop dangereux d'entrer en position à l'achat. Par contre, ici, lorsque l'élastique est moyennement tendu, donc vous le voyez, cette distance est quand même relativement stable, et bien à ce moment-là, ça peut être un bon moment pour entrer à l'achat, évidemment si vous obtenez un signal d'achat. Donc voilà pour cette notion d'élastique qui se tend. Gardez bien là en tête et pensez systématiquement à la vérifier. Lorsque vous prenez une position, vérifiez qu'on n'a pas un éloignement trop élevé des moyennes mobiles parce qu'à un moment donné, de toute façon, les moyennes mobiles, elles vont devoir se rapprocher entre elles. Là, vous avez eu un premier croisement au début, là, vous avez un deuxième croisement et là, très probablement, lorsque l'élastique se tendra suffisamment, eh bien, vous allez avoir un autre croisement haussier puis baissier et c'est comme ça qu'évoluent les cours boursiers. Alors maintenant, je vais vous illustrer sur le prochain graphique l'effet d'aimantation des moyennes mobiles directement sur le prix. Lorsque le prix ici est proche de la moyenne mobile, regardez, il évolue lentement et puis lorsqu'il décide de monter violemment, vous avez un effet d'aimantation qui va l'attirer à nouveau vers la moyenne mobile 50. Alors attention, encore une fois, j'attire votre attention sur un point. Ce n'est pas le prix qui va vers la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile qui va vers le prix. La moyenne mobile, elle est calculée en fonction du prix et ce n'est pas l'inverse. Mais on peut tout de même constater que l'effet d'aimantation est évidemment présent. Lorsque le prix est proche de la moyenne mobile, regardez, il a du mal à s'en extirper, il est aimanté par la moyenne mobile et lorsqu'il parvient à s'en extirper à nouveau, lorsqu'il s'éloigne trop, hop, un effet d'aimantation l'attire à nouveau vers la moyenne mobile. Lorsqu'il décide de repartir, un autre effet d'aimantation et lorsqu'il s'en éloigne vraiment beaucoup trop, regardez le retour de bâton que vous avez. Non seulement le prix corrige fortement vers la moyenne mobile, mais en plus de corriger vers la moyenne mobile, il la transperce carrément. Et regardez maintenant ce qui se produit, c'est dans l'autre sens. Ici, le prix est attiré toujours vers la moyenne mobile, mais en tant que résistance et non plus support. Il redescend et puis il est attiré à nouveau vers la moyenne mobile. Puis ici, il redescend, il est attiré à nouveau vers la moyenne mobile bleue, toujours la moyenne mobile 50. Il est à nouveau maintenant, regardez, lorsque les deux moyennes mobiles sont proches, eh bien le prix ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il est à la fois attiré vers la moyenne mobile bleue, la moyenne mobile violette, bleu, violette. Et là, il ne bouge quasiment plus jusqu'à arriver au bout. Et là, vous le voyez, eh bien le prix, tout simplement, il décide de partir dans la direction baissière. Il descend fortement. Et donc là, il stagne à nouveau et il sera attiré encore une fois vers la moyenne mobile 2 et puis il redescendra, etc., jusqu'à ce que le prix continue à évoluer. Donc c'est l'évolution du prix, tout simplement, cet effet d'aimantation qu'on observe grâce aux moyennes mobiles. Donc voilà pour cette vidéo concernant les moyennes mobiles. Là, dans cette vidéo, vous avez vraiment vu tous les aspects des moyennes mobiles. C'est des aspects vraiment fondamentaux, vraiment nécessaires et qu'il va falloir évidemment les mettre en pratique au fur et à mesure de votre trading. Évidemment, au début, ça ne va pas vous paraître très simple de penser à tout ça lorsque vous allez prendre une position. Mais c'est justement tout le but du module 5. C'est justement tout le but d'emmagasiner un maximum de pratiques pour qu'après, lorsque vous prenez les positions, eh bien tout ça, ça sera automatique. Comme lorsque vous conduisez une voiture, eh bien au début, vous devez penser à tous les mouvements que vous allez faire, mais après c'est automatique. Vous ne pensez plus à ce que vous faites, vous ne pensez plus à freiner, à accélérer, à changer la vitesse. Non, tout est automatique et vous pouvez même écouter la musique, vous pouvez parler, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Et bien là, c'est la même chose. Au début, ça va être un petit peu difficile à tout mettre en place, mais vous allez le voir, ça va vraiment venir très rapidement. Pour conduire, c'est très simple. En seulement quelques heures, vous apprenez à conduire. Et bien là, en trading, c'est sensiblement la même chose. Vous allez le voir, en quelques heures de pratique, et bien vous allez maîtriser de plus en plus évidemment les différents éléments et donc les différents éléments de ces moyennes mobiles car elles servent vraiment à beaucoup de choses. Donc si vous ne deviez retenir qu'une première propriété des moyennes mobiles pour commencer, c'est tout simplement que les moyennes mobiles servent de support et de résistance. Évidemment, je vous recommande de retenir les autres propriétés, c'est-à-dire l'effet d'aimantation, l'effet d'élasticité et les autres qu'on a vu dans cette vidéo. Donc voilà, maintenant c'était le dernier indicateur technique qui va être utilisé donc pour pouvoir faire les analyses au mieux et donc bien entrer en position sans se faire piéger, parce que maintenant vous savez entrer en position, mais il faut tout de même vérifier que vous n'avez pas de résistance et de support dynamique à proximité. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez directement passer à l'étape numéro 5 où vous allez voir la notion de break-even qui est une notion fondamentale en trading. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans l'étape numéro 5 de ce module 2.